Victoria Sinclair contemplait les jardins de Belmont Manor à travers les fenêtres de sa chambre. 32 ans, dont 15 passés dans cette demeure qui ressemblait plus à un mausolée qu'à un foyer. Le soleil de juillet écrasait le Mississippi, mais elle frissonnait. Elle frissonnait toujours. Le marquis Edmund Sinclair, son époux, venait d'annoncer son départ pour Charleston. 3 jours d'absence. Affaires commerciales. Coton, tabac, transactions. Edmund ne parlait que de chiffres et de rendements. Jamais il ne l'avait regardée vraiment. Pas une seule fois en 15 ans. Leur mariage avait été arrangé quand elle avait 17 ans. Son père, ruiné par de mauvais investissements, avait saisi l'opportunité. Edmund cherchait une épouse de bonne famille pour asseoir sa position sociale. Un contrat. Rien d'autre. La nuit de noces, il était entré dans sa chambre comme on entre dans un bureau, froid, méthodique, distant. Puis, il était reparti. C'était devenu le schéma de leur existence. Des visites conjugales espacées, toujours les mêmes, toujours vides. Jamais un mot tendre, jamais un regard qui cherche l'autre. Victoria avait appris à sourire lors des réceptions, à tenir son rôle de Lady Sinclair avec grâce, à superviser les domestiques, à organiser les dîners, à broder près de la fenêtre. Une vie entière consacrée à paraître. Mais au fond d'elle-même, quelque chose mourait un peu plus chaque jour. Elle avait 27 domestiques dans cette maison, 83 esclaves dans les plantations, et elle était la plus seule de tous. Le carrosse d'Edmund disparut dans l'allée bordée de chênes. Victoria resta immobile un long moment, 3 jours. 72 heures de liberté illusoire dans sa cage dorée. Taiwo était arrivé à Belmont Manor 6 semaines plus tôt. Edmund l'avait acheté lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. Un forgeron de 28 ans, disait-on. Des mains capables de plier le métal, des épaules larges sculptées par le travail. Mais c'était ces yeux que Victoria avait remarqués en premier. Des yeux qui n'acceptaient pas, des yeux qui refusaient de baisser le regard malgré les coups, malgré les humiliations. La première fois qu'elle l'avait vraiment vu, c'était lors d'une réparation à la grande maison. Une grille de fenêtre s'était brisée. Le contremaître avait amené Taiwo avec ses outils. Victoria lisait dans le salon adjacent. Elle avait levé les yeux de son livre et leurs regards s'étaient croisés. 1 seconde, peut-être 2. Mais quelque chose avait basculé dans cette fraction de temps. Elle avait senti son cœur s'accélérer. Un trouble qu'elle n'avait jamais connu, pas même lors de ses premières années de mariage, quand elle espérait encore qu'Edmund la remarquerait. C'était différent, plus profond, plus dangereux. Les jours suivants, elle s'était surprise à passer près de la forge, toujours avec un prétexte, superviser les réparations, vérifier l'avancement des travaux, inspecter les outils. Des excuses transparentes que personne n'osait questionner. Qui aurait remis en cause les déplacements de Lady Sinclair dans sa propre demeure? La forge se trouvait à l'écart, près des écuries. Taiwo y travaillait seul la plupart du temps. Victoria observait ses gestes précis, la façon dont il maîtrisait le feu et le fer. Il ne parlait presque jamais. Mais un matin, alors qu'elle s'attardait sous un prétexte futile, il avait murmuré sans la regarder. « Vous devriez pas venir ici, madame. » Sa voix était grave, posée. Un accent qu'elle ne reconnaissait pas. Victoria aurait dû partir. Aurait dû le faire fouetter pour son insolence. Au lieu de ça, elle était restée. Pourquoi? Avait-elle demandé, surprise par sa propre audace. Parce que c'est dangereux. Pour vous. Pour moi. Il avait raison. Chaque loi du Sud, chaque code social, chaque règle de Belmont Manor interdisait cette conversation. Mais Victoria était fatiguée d'obéir à des lois qui l'étouffaient. « Mon mari est parti pour 3 jours », avait-elle dit sans réfléchir. Taiwo avait cessé de marteler le fer. Ses mains s'étaient immobilisées. Il avait tourné la tête vers elle, et dans ses yeux, elle avait lu la même chose que ce qu'elle ressentait. Une faim. Pas seulement physique. Une faim de connexion, de vérité, de quelque chose de réel dans un monde de faux semblants. « Vous savez ce que vous risquez ?» avait-il demandé doucement. « Je sais ce que je risque de continuer à vivre comme je vis », avait-elle répondu. Ce jour-là, il n'avait rien fait. Simplement parlé. De petites choses d'abord. Du temps qu'il faisait. De la qualité du fer.
puis de choses plus profondes. Il lui avait parlé de son enfance, avant les chaînes, avant l'Amérique. Il venait d'un village près d'une rivière qu'il appelait Ogun. Il se souvenait du rire de sa mère, des histoires que racontait son grand-père, de la liberté de courir pieds nus dans la poussière rouge. Victoria l'écoutait, fascinée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, avec cette sincérité brute. Edmund dissertait sur les cours du coton. Les invités au dîner papotaient sur les scandales mondains, mais Taiwo lui parlait d'humanité, de souvenirs volés, de dignité qui refuse de mourir. Les jours avaient passé, elle revenait à la forge, toujours prudemment, toujours avec des excuses, mais les conversations s'approfondissaient. Il lui récitait des poèmes que son grand-père lui avait appris, dans sa langue d'abord, puis traduits. Des vers sur le courage, sur l'amour, sur la résistance. Victoria découvrait un homme cultivé, intelligent, emprisonné dans un système qui niait son existence même, et lui découvrait une femme différente de l'image qu'elle projetait. Sous les robes de soie et les manières parfaites, il voyait une prisonnière, dans une cage plus confortable que la sienne, certes, mais une cage quand même. « Vous n'êtes pas heureuse ?» avait-il dit un après-midi. Ce n'était pas une question. Je ne me souviens même plus de ce que c'est. Le bonheur, avait-elle admis? Moi non plus, mais je me souviens de ce que c'était d'être libre. Cette phrase l'avait tenté pendant des jours. Le soir où Edmund était parti pour Charleston, Victoria n'arrivait pas à dormir. Elle tournait dans sa chambre, le cœur battant. Une partie d'elle-même savait exactement ce qu'elle voulait faire. L'autre partie hurlait que c'était de la folie. Une folie qui pouvait les tuer tous les deux. Dans le sud de 1855, une femme blanche qui couchait avec un esclave noir brisait la loi la plus sacrée. Pour Taiwo, c'était la mort certaine, pendaison ou pire. Pour elle, le déshonneur absolu, le rejet social, peut-être l'asile. Edmund pourrait la faire enfermer légalement, déclarer qu'elle avait perdu la raison. Personne ne la croirait, personne ne la défendrait. Mais 15 ans de vide avaient creusé un gouffre en elle. 15 ans à faire semblant d'exister, à sourire quand elle voulait hurler, à accepter les visites froides d'Edmund comme si c'était normal, à se regarder vieillir dans le miroir en se demandant si elle avait jamais été vivante. Minuit sonna à l'horloge du hall. Victoria se leva, enfila une robe simple, sombre. Pas de bijoux, pas de parfum. Elle descendit l'escalier de service, celui qu'empruntaient les domestiques. La maison dormait. Seuls les criquets chantaient dans la nuit étouffante de juillet. La forge était à 200 mètres. Elle connaissait le chemin par cœur maintenant. Son cœur cognait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Chaque pas était une décision. Elle pouvait encore faire demi-tour, retourner dans sa chambre, oublier cette folie. Mais ses pieds continuaient d'avancer. La forge était plongée dans l'obscurité. Victoria poussa la porte. L'odeur du charbon et du métal la saisit. Elle distingua une silhouette dans l'ombre. Taiwo était là, assis sur un banc, comme s'il l'attendait. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement. « Oui. » « Pourquoi ?» Victoria s'avança dans la pénombre. Elle voyait ses yeux maintenant, brillant dans la faible lumière des braises encore chaudes. « Parce que j'ai 32 ans et je n'ai jamais été touchée comme si j'étais une personne. Parce que j'ai passé 15 ans à faire semblant de vivre. Parce que quand je te parle, je me sens exister pour la première fois. » Taiwo se leva lentement. Il était plus grand qu'elle, plus fort. Mais elle ne ressentait aucune peur, juste cette attirance magnétique qui l'avait amenée ici. « Je peux mourir pour ça, » dit-il doucement. « Je sais. Vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Je n'ai rien. J'ai des robes, des bijoux, un nom. Mais je n'ai rien. » Il la regardait intensément. Elle voyait le combat en lui, le désir, la prudence, la conscience du danger mortel, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Si on fait ça, » murmura-t-il, « on ne peut pas revenir en arrière. »« Je ne veux pas revenir en arrière. » Il tendit la main, lentement, laissant à Victoria le temps de reculer. Mais elle ne recula pas, ses doigts touchèrent les siens. Rugueux,
marqués par le travail. Des mains qui avaient forgé le fer, supporté les coups, construit malgré les chaînes. Des mains qui tremblaient maintenant. « J'ai peur », avoua-t-elle. Moi aussi. Mais la peur n'était rien comparée à cette urgence qui les consumait. Taiwo l'attira contre lui, doucement d'abord, comme s'il touchait quelque chose de sacré. Puis Victoria s'abandonna. Elle enfouit son visage dans son cou, respirant son odeur de sueur et de fumée. Ses bras se refermèrent autour d'elle, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit en sécurité. Ils s'embrassèrent, un baiser qui disait tout ce qu'ils n'avaient pas pu exprimer, toute la solitude, toute la faim, tout le désespoir de leurs existences séparées qui se rejoignaient dans cet instant interdit. Taiwo la souleva, la porta vers une paillasse, dans un coin de la forge. Ce n'était pas le lit à baldaquin de Belmont Manor, c'était mieux, c'était réel. Ce qui se passa ensuite n'avait rien à voir avec les visites mécaniques d'Edmund. Taiwo la touchait comme si elle était un trésor. Il prenait son temps. Ses mains exploraient son corps avec une tendresse que personne ne lui avait jamais donnée. Il murmurait son prénom. Victoria. Pas Lady Sinclair, pas Madame. Juste Victoria. Elle pleurait en faisant l'amour. Pas de tristesse, de soulagement, de joie, de reconnaissance pour cet instant de vérité dans une vie de mensonge. Taiwo essuyait ses larmes du pouce, embrassait ses paupières, son front, ses lèvres. « Ça va ?» demandait-il. « Mieux que jamais. » Ils restèrent enlacés longtemps après. La transpiration séchait sur leur corps. Les braises mouraient dans la forge. L'aube était encore loin. « Parle-moi » demanda Victoria. « Parle-moi de ta vie d'avant. » Taiwo resta silencieux un moment. Puis sa voix s'éleva dans l'obscurité. « J'avais 12 ans quand ils sont venus, des hommes armés. Ils ont brûlé notre village. Ma mère a essayé de me cacher. Ils l'ont tué devant moi. Mon père aussi. Ils ont pris les jeunes, les forts, nous ont enchaînés. Marché pendant des semaines jusqu'à la côte. » Victoria écoutait, son cœur se serrant. Elle connaissait l'esclavage, bien sûr. Elle vivait avec, mais elle n'avait jamais entendu cette histoire racontée par celui qui l'avait vécue. Le bateau, continua Taiwo, je peux pas décrire l'horreur. On était entassés. L'obscurité, l'odeur, les cris. Beaucoup sont morts pendant la traversée. On les jetait à la mer comme des ordures. J'ai survécu. Je sais pas comment. Je voulais mourir. Tous les jours, je voulais mourir. Mais tu n'es pas mort. Non. Quelque chose en moi refusait. Mon grand-père me disait toujours, tant que tu respires, tu es libre dans ton esprit. Ils peuvent enchaîner ton corps, jamais ton esprit. Il marqua une pause. J'ai été vendu à une plantation en Louisiane. Le maître était cruel, fouettait pour un regard de travers. J'ai appris vite à baisser les yeux, à courber le dos, à survivre. Mais j'ai aussi appris à lire, en secret. Un vieux esclave me montrait les lettres qu'il avait apprises. On risquait la mutilation si on nous attrapait. Mais je voulais savoir, je voulais comprendre ce monde qui nous avait volé nos vies. Victoria était fascinée. Dans son monde, les esclaves étaient invisibles. Des ombres qui servaient, travaillaient, obéissaient. Elle n'avait jamais pensé à leurs histoires, à leurs rêves, à leurs douleurs. « Tu sais lire ?» demanda-t-elle, étonnée. « Oui, écrire aussi, et compter. Je connais Shakespeare, Milton. J'ai lu la Bible en entier. Pas la version qu'il nous prêche le dimanche, la vraie. Celle qui parle de liberté et d'exode. Comment c'est possible? La plantation où j'étais avant, le fils du maître était différent. Il laissait traîner des livres, je les volais la nuit, les lisais à la lumière d'une bougie, les remettais avant l'aube. Pendant 10 ans, j'ai dévoré tout ce que je trouvais. Victoria réalisait l'ampleur de sa propre ignorance, elle qui avait eu accès à tous les livres du monde, qui avait eu des précepteurs, une éducation parfaite. Elle n'avait jamais pensé, jamais questionné. Elle avait accepté le système tel qu'il était. « Récite-moi quelque chose » demanda-t-elle. Taiwo réfléchit, puis sa voix s'éleva, claire et forte dans la nuit. « If we shadows have offended, think but this,
and all is mended, that you have but slumbered here, while these visions did appear. Shakespeare. Le songe d'une nuit d'été. Victoria connaissait cette pièce, mais entendre ces vers dans la bouche de Taiwo, dans cette forge, dans cette nuit interdite, leur donnait un sens nouveau. Ils étaient des ombres, eux aussi. Des fantômes dans leur propre vie. « Tu es extraordinaire », murmura TL. « Non, je suis un homme, juste un homme, qui refuse d'oublier qu'il l'est. » Van. Ils parlèrent pendant des heures. Taiwo lui racontait son Afrique natale. Les couleurs de la terre, le son des tambours, les danses rituelles, les histoires transmises de génération en génération. Victoria écoutait, découvrant un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. À son tour, elle se confiait, pas sur les réceptions mondaines ou les toilettes à la mode, sur sa vraie vie, celle qu'elle cachait. Edmund ne m'a jamais aimé. Je ne suis qu'une acquisition, un meuble de plus dans sa collection. Il vient dans ma chambre 2 fois par mois. Entre, fait ce qu'il a à faire, repart. Jamais un baiser, jamais une caresse. Je suis juste un ventre qui doit porter ses héritiers. Sauf que je n'ai jamais eu d'enfant. 15 ans et rien. Il me regarde comme si j'étais défectueuse. Peut-être que c'est lui le problème, dit doucement Taiwo. Cette idée n'avait jamais effleuré Victoria. Dans son monde, une femme stérile était forcément coupable. Je me sens mourir un peu plus chaque jour, continua-t-elle. Les dîners interminables où je souris alors que j'étouffe. Les conventions sociales absurdes. Les commérages, les fausses amitiés. Les conversations vides. Je regarde ces femmes qui m'entourent et je me demande si elles ressentent la même chose, si elles aussi font semblant de vivre. « Tu vis maintenant ?» dit Taiwo en resserrant ses bras autour d'elle. Oui, pour la première fois. Ils s'aimèrent à nouveau, plus lentement cette fois, savourant chaque instant, conscients que l'aube approchait, que cette nuit était peut-être la seule qu'ils auraient jamais. Victoria découvrait son corps, pas celui qu'on lui avait appris à cacher, à corseter, à dissimuler. Son vrai corps, capable de plaisir, capable de désir. Taiwo la guidait avec patience, attentif à ses réactions, à ses soupirs. Entre 2 étreintes, il parlait encore. De liberté, de dignité, de ce que signifiait être humain dans un monde qui niait l'humanité. « Tu as déjà pensé à t'enfuir ?» demanda Victoria. « Tous les jours. Mais où aller? Le nord, c'est loin. Les chasseurs de primes sont partout. Les punitions pour ceux qu'on rattrape, je préfère pas y penser. Et si tu pouvais, je partirais sans regarder en arrière. Je retrouverais ma liberté. Ou je mourrais en essayant. Mais mourir libre vaut mieux que vivre enchaîné. » Victoria comprenait. Elle aussi était enchaînée. Par les conventions, par le mariage, par les lois qui faisaient d'elle la propriété de son mari. Leurs prisons étaient différentes, mais c'étaient des prisons. « On est pareil, toi et moi, » dit-elle. « Non. Toi, tu peux choisir de rester ou de partir. Moi, je peux juste survivre. » Elle réalisa la brutalité de cette vérité. Même dans leur intimité, même dans cette connexion profonde, la réalité du monde extérieur demeurait. Elle était blanche, riche, protégée. Lui était noir, esclave, en danger permanent. S'ils étaient découverts, ils mourraient. Elle survivrait probablement. Si on avait vécu dans un autre monde, murmura-t-elle, on aurait pu être ensemble vraiment. Mais on vit dans celui-ci. Ça devrait pas être comme ça. Non, ça devrait pas. La première lueur de l'aube filtrait par les fentes de la forge. Victoria se redressa, le cœur lourd. Il fallait partir. Regagner la grande maison avant que les domestiques ne se lèvent. Je dois y aller. Taiwo acquiesça. Il l'aida à se rhabiller, boutonnant sa robe avec des gestes tendres, puis il prit son visage entre ses mains. Cette nuit, je vais la garder pour toujours. Dans les moments les plus sombres, je m'en souviendrai que j'ai été aimé, vraiment aimé, par quelqu'un qui voyait en moi un homme, pas un esclave. Victoria sentit les larmes monter.
Comment je vais faire pour retourner là-bas et faire semblant que rien n'a changé? Parce que tu dois. Parce qu'on n'a pas le choix. Ils s'embrassèrent une dernière fois. Un baiser qui contenait tous les adieux jamais prononcés. Victoria sortit de la forge. L'air du matin était frais. Le monde se réveillait. Les oiseaux chantaient. Tout paraissait normal. Mais rien ne l'était. Les jours suivants furent un supplice. Victoria devait reprendre son rôle. Lady Sinclair. Irréprochable. Parfaite. Elle supervisait les domestiques, recevait les visites, organisait les repas. Mais intérieurement, elle n'était plus la même. Elle croisait Taiwo parfois. Un regard échangé. Rien de plus, mais ce regard disait tout. Le manque, le désir, l'impossibilité. Edmund rentra de Charleston de mauvaise humeur. Les affaires n'avaient pas été aussi lucratives qu'espérées. Il dîna en silence, lisant le journal, ignorant Victoria comme d'habitude, puis il monta dans sa chambre sans un mot. Victoria resta seule dans le salon. Elle regardait ses mains que Taiwo avait embrassées, ce corps qu'il avait adoré. Comment pouvait-elle continuer ainsi? Comment pouvait-elle accepter cette existence vide après avoir goûté à la vraie vie? Mais le danger rôdait. Martha, la gouvernante, une vieille femme qui servait Belmont Manor depuis 30 ans, la regardait étrangement. Victoria sentait son regard inquisiteur. Martha avait remarqué quelque chose, un changement, une lumière dans les yeux de Victoria qui n'y était pas avant. Un matin, Martha entra dans la chambre de Victoria plus tôt que d'habitude. « Madame, dit-elle d'une voix neutre, il y a des rumeurs dans les quartiers des esclaves. » Le cœur de Victoria s'arrêta. « Quelles rumeurs? » »« Des rumeurs sur vous et le forgeron. » Victoria garda son visage impassible. Des années de pratique sociale l'avaient entraînée à ne rien laisser paraître. Des rumeurs ridicules, j'imagine. Sans doute. Mais vous savez comment sont les gens. Ils parlent. Et si ces paroles arrivent aux oreilles du marquis? La menace était claire. Martha savait, ou du moins suspectait. Je vous remercie de m'en informer, Martha. Assurez-vous que ces rumeurs s'arrêtent immédiatement. Bien, madame. Martha sortit. Victoria s'effondra sur son lit. C'était fini. Elle devait agir vite, protéger Taiwo. Même si cela signifiait ne plus jamais le revoir. Elle réfléchit toute la journée. Il y avait une solution, dangereuse, douloureuse, mais nécessaire. Le lendemain, elle convoqua le contremaître. « Je veux que le forgeron soit vendu », annonça-t-elle d'une voix ferme. Le contremaître parut surpris. « Le forgeron? Mais il fait du bon travail, madame. Je ne questionne pas sa compétence, mais j'ai entendu dire qu'il était insolent. Je ne veux pas de problème. Trouvez un acheteur, de préférence dans le Nord. J'ai entendu parler d'un certain monsieur Ashby à Cincinnati qui traite correctement ses gens. » C'était un mensonge calculé. Victoria s'était renseignée. Ashby était connu pour être moins brutal que la plupart des propriétaires d'esclaves. Ce n'était pas la liberté, mais c'était mieux que Belmont Manor où les soupçons pouvaient emmener à l'horreur. « Très bien, madame, je m'en occupe. » Le contremaître partit. Victoria se sentait déchirée. Elle venait de condamner Taiwo à l'éloignement. Mais elle lui sauvait peut-être la vie. Elle trouva un moyen de le voir une dernière fois. Prétexta une réparation urgente à la grande maison. Quand il arriva, elle l'attendait dans le vestibule de service, à l'abri des regards. « Tu pars, » dit-elle sans préambule. « Je sais. Le contremaître me l'a dit. C'est moi. J'ai arrangé ta vente. » Taiwo la regarda longuement. « Pourquoi? » « Parce qu'ils savent, ou soupçonnent. Et si Edmund l'apprend, tu mourras. Je peux pas laisser ça arriver. Alors tu me sauves en me vendant à quelqu'un qui te traitera mieux. C'est tout ce que je peux faire. » Taiwo hocha la tête lentement. La colère dans ses yeux céda la place à quelque chose de plus doux, de la compréhension peut-être. « Cette nuit qu'on a eue, dit-il, elle valait tous les risques. Pour moi aussi. » Ils ne pouvaient ne pas se toucher. Pas ici, pas maintenant. Mais leurs yeux disaient tout. « Tu vas me manquer, » murmura Victoria. « Toi aussi. Mais garde cette force que je vois en toi maintenant. Utilise-la, change les choses si tu peux. »
Comment? Tu trouveras. Les cages peuvent se briser de l'intérieur. C'était leur adieu. Taiwo repartit vers la forge. Victoria ne le revit jamais. 3 jours plus tard, un marchand vint chercher Taiwo. Victoria observa depuis sa fenêtre le chariot qui l'emmenait. Elle ne pleurait pas devant les autres. Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues. Edmund ne remarqua rien. Il ne remarquait jamais rien. 2 mois passèrent. Victoria reprit sa routine. Les dîners, les réceptions, les sourires vides. Mais quelque chose avait définitivement changé en elle. Elle regardait les esclaves de Belmont Manor différemment maintenant. Chacun avait une histoire, des rêves, des pertes, de l'humanité. Puis elle découvrit qu'elle était enceinte. La panique la saisit d'abord. Edmund la touchait si rarement. Comment expliquer cette grossesse? Mais rapidement, elle réalisa. Edmund ne comptait pas. Il ne se souvenait jamais de ses visites conjugales. Il supposerait simplement que l'enfant était de lui. 9 mois plus tard, Victoria donna naissance à un garçon. Un beau bébé aux yeux sombres. Les traits étaient ambigus, assez pour passer inaperçus. Mais Victoria voyait Taiwo dans chaque expression de l'enfant. Edmund était ravi. Un héritier enfin. Il organisa une grande fête pour célébrer la naissance. Invita tout le comté. Pavoisait. Victoria souriait en tenant son fils, consciente de l'ironie. Cet enfant qu'Edmund considérait comme son sang portait celui d'un homme qui l'aurait fait pendre sans hésiter. Elle nomma le garçon Thomas, un prénom courant, sans histoire. Elle l'éleva avec amour, lui lut des poèmes, lui apprit à voir l'humanité en chacun. Discrètement, subtilement, elle plantait en lui les graines de la compassion. Les années passèrent, Victoria vieillit. Mais elle n'était plus cette femme éteinte qui regardait par la fenêtre en se demandant si la vie avait un sens. La nuit avec Taiwo lui avait donné quelque chose d'irremplaçable, la certitude qu'elle était vivante, capable d'aimer, capable de choisir. Elle commença à aider les esclaves en secret. Rien de spectaculaire, quelques provisions glissées ici et là. Des soins médicaux arrangés discrètement, des punitions évitées par son intervention. Edmund ne remarquait toujours rien. Il était trop occupé avec ses affaires. Puis, en 1861, la guerre éclata. Le Nord contre le Sud. L'esclavage au centre du conflit. Edmund partit se battre pour la Confédération, convaincu de défendre son mode de vie. Victoria resta à Belmont Manor avec Thomas, alors âgé de 6 ans. La guerre dura 4 longues années. Edmund mourut en 1863, tué lors d'une bataille en Virginie. Victoria apprit la nouvelle sans tristesse, juste un vide. Elle était veuve à 40 ans. En 1865, la guerre se termina. L'esclavage fut aboli. Victoria vit les esclaves de Belmont Manor devenir des hommes et des femmes libres. Certains partirent, d'autres restèrent, acceptant un salaire pour continuer à travailler les terres. Elle les traita équitablement, partagea les profits, écouta leurs histoires. Elle chercha Taiwo, écrivit des lettres, contacta des associations d'affranchis. Mais elle ne le retrouva jamais. Peut-être était-il mort, peut-être avait-il trouvé sa liberté ailleurs. Elle ne saurait jamais. Mais elle n'oublia jamais. Cette nuit de juillet 1855 restait gravée en elle, le moment où elle avait choisi de vivre vraiment, le moment où elle avait aimé sans condition. Le moment où elle avait découvert que l'humanité transcendait toutes les barrières que les hommes érigent. Thomas grandit en homme bon. Il devint avocat, défendit les droits des Noirs nouvellement affranchis. Victoria savait que Taiwo aurait été fier. Elle lui avait transmis l'essentiel. Pas par les mots, par l'exemple. À 60 ans, Victoria écrivit ses mémoires. Pas pour publication, juste pour elle, pour Thomas. Pour que quelqu'un sache, elle raconta tout. Edmund, la solitude. Taiwo, la nuit qui avait tout changé. L'enfant né de cet amour interdit, les années qui suivirent. Elle termina son récit par ces mots. « Je n'ai vécu qu'une seule nuit avec l'homme que j'aimais vraiment. Mais cette nuit contenait plus de vérité que 15 ans de mariage, plus de tendresse qu'une vie entière de respectabilité. Elle m'a montré ce que signifie être humain.
Aimer sans calcul, choisir malgré le danger, vivre malgré les chaînes. 15 ans de mariage ne m'ont rien donné. Une seule nuit m'a tout donné. La preuve que j'existais, que j'étais capable d'amour, que j'étais vivante. Taiwo, où que tu sois, je veux que tu saches, tu m'as libéré. Non pas de mon mariage, non pas de ma condition sociale, mais de la prison que j'avais construite en moi-même. La prison de l'acceptation, la prison de la résignation, la prison du vide. Cette nuit nous a coûté cher à tous les deux, mais je la referai 1000 fois, parce qu'elle m'a prouvé que l'amour existe, que la connexion humaine peut briser toutes les barrières, que même dans le monde le plus cruel, le plus injuste, il y a de la beauté. Je suis vieille maintenant. Mes cheveux sont gris. Mes mains tremblent. Mais quand je ferme les yeux, je revois cette forge. Je sens tes mains sur ma peau. J'entends ta voix récitant Shakespeare. Je ressens cette chaleur qui m'avait manqué toute ma vie. Tu m'as donné un fils. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné la vérité. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Même si je ne te revois jamais. Même si cette nuit reste notre seul instant. Parce que c'était suffisant. C'était tout. 2. Victoria mourut en 1885, à 62 ans. Thomas hérita de Belmont Manor. Il en fit un refuge pour les familles noires en difficulté, transforma la plantation en école, honora la mémoire de sa mère en continuant son œuvre. Les mémoires de Victoria restèrent cachées pendant des décennies. Puis, au début du XXe siècle, Thomas les fit publier anonymement. L'histoire fit scandale. Certains crièrent au mensonge. D'autres y virent un témoignage précieux d'une époque révolue. Mais ce qui importait, c'était le message. L'amour transcende les barrières. L'humanité résiste même dans les systèmes les plus oppressifs. Une seule nuit de vérité vaut mieux qu'une vie de mensonges. L'histoire de Victoria et Taiwo nous parle d'un temps où l'amour entre une femme blanche et un homme noir était puni de mort. Mais au-delà du contexte historique, elle pose des questions universelles sur le courage, l'authenticité et le prix de la liberté. Victoria vivait dans une cage dorée, privilégiée matériellement, mais prisonnière des conventions sociales qui niaient son individualité. Son mariage était une transaction commerciale, sa vie, un rôle à jouer. Elle illustre comment même le privilège peut être une prison quand il nie l'humanité. Taiwo représentait l'opposé, dépouillé de tout, réduit en esclavage, mais refusant de perdre son humanité. Son intelligence, sa culture, sa dignité intérieure restaient intactes malgré les chaînes. Il prouve qu'on peut être esclave physiquement sans l'être mentalement. Leur rencontre brise toutes les barrières de leur époque. Race, statut légal. Pour une nuit, ils sont simplement deux êtres humains qui se reconnaissent, s'aiment, se comprennent. Cette nuit représente un acte de rébellion absolue, pas seulement contre les lois du Sud, mais contre tout un système qui déshumanise. Victoria paie le prix fort. Elle perd l'homme qu'elle aime, vit dans le secret, élève seule un enfant dont elle ne peut révéler l'origine. Mais elle gagne quelque chose d'inestimable, la certitude d'avoir vécu vraiment, d'avoir choisi, d'avoir aimé sans calcul. Son évolution après cette nuit montre comment un moment de vérité peut transformer toute une existence. Elle cesse d'être une spectatrice passive de sa vie, aide les esclaves, éduque son fils dans des valeurs d'humanité, devient, à sa façon, une résistante silencieuse. Taiwo disparaît de l'histoire, mais son impact perdure. À travers l'enfant qu'il a conçu, à travers la transformation de Victoria, à travers les vies qu'elle touche ensuite, son humanité, affirmée malgré tout, a des répercussions qui dépassent cette unique nuit. L'histoire nous rappelle aussi la brutalité du système esclavagiste, non seulement dans sa violence physique, mais dans sa négation totale de l'humanité. Taiwo est arrachée à sa famille, vendue, utilisée. Victoria, elle-même, est réduite à un rôle de reproductrice. Deux formes d'oppression différentes, mais qui se rejoignent dans leur déshumanisation. Le courage requis pour cette transgression est immense. Il risque tout. Pour un instant, pour une connexion. Cela pose la question, que sommes-nous prêts à risquer pour vivre authentiquement,
pour aimer vraiment, pour être nous-mêmes. Leur histoire montre que l'amour véritable ne calcule pas, ne mesure pas les risques, n'attend pas le bon moment. Il existe malgré l'impossibilité, malgré le danger, malgré les conséquences. Victoria passe 15 ans dans un mariage qui la vide de sa substance. Une seule nuit lui redonne vie. Cette disproportion illustre la différence entre exister et vivre, entre faire semblant et être authentique, entre le confort et la vérité. Son héritage final, les mémoires qu'elle laisse, représente un dernier acte de courage. Avouer la vérité, même posthume, même au risque du scandale, parce que l'histoire mérite d'être racontée, parce que l'amour mérite d'être reconnu. Thomas, leur fils, continue l'œuvre, transforme Belmont Manor en lieu d'espoir. Honore à la fois sa mère blanche et son père noir. Incarne la possibilité d'un monde différent, où l'humanité prime sur la couleur de peau, où l'amour dépasse les barrières sociales. Cette histoire nous laisse avec une question fondamentale. Dans nos propres vies, sommes-nous des Victoria avant ou après cette nuit? Vivons-nous selon les attentes des autres? Ou avons-nous le courage de choisir notre vérité? L'amour entre Victoria et Taiwo était impossible selon toutes les lois de leur temps, mais il a existé. Il a transformé, il a perduré, prouvant que même dans les systèmes les plus oppressifs, l'humanité trouve des chemins, que l'amour véritable ne peut être légiféré, que la connexion humaine transcende toutes les barrières érigées par la peur et le préjugé. Une seule nuit, mais une nuit qui contenait plus de vie que des décennies d'existence vide. C'est peut-être là la leçon ultime. La qualité de nos moments compte plus que leur quantité. Un instant de vérité vaut mieux qu'une existence de mensonge. Un moment d'amour authentique vaut mieux qu'une vie de confort sans âme.